Merlin est médecin, docteur en immunologie. Elle est directrice de recherche à l'INSERM, elle est directeur de son laboratoire, d'une équipe, de beaucoup de choses. Et elle est aussi là aujourd'hui parce qu'elle est présidente de la Société française d'immunologie. Donc je pense que ça a un intérêt parce que finalement, c'est la société savante française qui certes est arrivée après la société savante américaine, mais elle a aussi à nous parler en tant que présidente de la SFI. Son sujet est là, c'est-à-dire qu'elle va nous parler des cellules dendritiques, et il n'est pas choisi par hasard, puisque vous avez tous vu que maintenant, vous êtes autorisés dans les terminales à parler de ces fameuses cellules sentinelles, que c'est tout un monde. Si on veut regarder des articles de recherche actuellement sur les cellules sentinelles, on se rend compte qu'on est vraiment même perdu dans des sous-populations, et que là, la complexité, une fois de plus, est extrême. Donc j'espère que Anne va pouvoir nous aider en simplifiant un peu, si possible, avec un message, le message qu'il va falloir porter dans les classes sur ces fameuses cellules sentinelles. Je te laisse la parole. Merci beaucoup, Françoise. C'est un grand plaisir de travailler pour toi. Travailler, non, mais pour toi, oui. Et pour la cause de l'immunologie. Et je suis très contente de m'adresser aux enseignants en immunologie. Simplifier, je crois, oui, c'est un maître mot. Je ne suis pas sûre que je vais tellement vous simplifier les idées, mais je vais essayer, puisque il me semble qu'il est utile de présenter les faits plutôt que l'historique à des élèves qui débutent. Et donc, je vais essayer de faire de mon mieux pour amener les faits dans cet exposé. Mais d'abord, quand même un peu d'histoire et de paternité. Les cellules dendritiques, c'est un champ qui a été vraiment ouvert par Ralph Steinman, qui a été prix Nobel au moment de sa mort pour cette découverte des cellules dendritiques et de leur rôle dans l'immunité adaptative, puisque avec Zandville Cohn, ils ont fait une série de 5 articles entre 73 et 79 sur ce sujet dans le Journal of Experimental Medicine. Et il a appelé ces cellules l'adjuvant de la nature. Ça, c'est la référence dans laquelle il dit que les dendritiques sont l'adjuvant de la nature. Donc, on va parler aussi d'adjuvant, de vaccins, etc. Ces cellules dendritiques font partie des cellules présentatrices de l'antigène. Elles ne sont pas seules. Ces cellules présentatrices de l'antigène, les monocytes macrophages, les lymphocytes B, expriment constitutivement, comme les cellules dendritiques, les molécules d'histocompatibilité de classe 2. Est-ce que je parle assez fort pour ceux du fond? Pas trop? Et donc elles ont une physiologie très régulée qui est très rythmée entre un état immature, où elles sont ces sentinelles dont parlait Françoise, et un état mature où elles vont être optimales pour présenter aux lymphocytes T, mais aussi à d'autres lymphocytes dont je vais parler que brièvement. Sous forme de sentinelles, elles vont être dans tous les organes de l'organisme et capables de capter les antigènes et de les apprêter. Tous les organes, je vais en parler un peu plus loin. Et là, elles ont tout ce qu'il faut pour capter. C'est des récepteurs variés, récepteurs pour les antigènes ou pour tout ce qui passe. DC sign est un récepteur particulier. Les récepteurs pour les fragments constants des immunoglobulines, où on va rejoindre le chapitre de Marc Béron tout à l'heure, récepteurs pour les protéines de choc thermique, etc. Elles ont aussi des mécanismes pour absorber tout ce qu'il y a dans leur environnement. La macropinocytose chez elles est constitutive, alors que dans les autres cellules, elle a besoin d'être stimulée. Elles captent tout ce qu'elles peuvent et elles ont aussi des récepteurs pour tout ce qui est signal de stress, exogène ou endogène. Donc on a parlé tout à l'heure, c'est l'équivalent de ces signaux dits de danger dont on a parlé, endogène ou exogène, ce qui provient des microbes ou ce qui provient d'une rupture de continuité, comme disait Thomas Pradeux, en fait, ce qui peut représenter un changement brutal ou un danger pour l'organisme. À ce moment-là, elles vont changer, elles vont maturer et elles vont migrer vers les zones où elles vont pouvoir effectuer leur fonction de présentation aux lymphocytes T, donc par exemple dans les régions T des ganglions, et elles vont devenir matures et acquérir tous les
surtout les capacités de présenter au mieux aux lymphocytes, ici les lymphocytes T, mémoire, mais surtout naïfs, qui ont un seuil d'activation plus élevé que les lymphocytes T de mémoire, et pour lesquels il faut beaucoup d'expression des molécules de classe 2, beaucoup de molécules d'adhésion et de co-stimulation. Ce qui fait que mon exposé va être divisé en 3 parties. L'une sur l'ontogénie des cellules dendritiques et leurs fonctions des différentes populations. Un chapitre très court et pour mémoire sur la migration, parce que la migration, c'est aller vers tel ou tel compartiment, et en biologie, ce qui est important, c'est où se passe un phénomène. Si dans un tube à essai, vous pouvez mélanger tout ce que vous voulez, en biologie, si ça se passe dans le compartiment d'à côté, l'événement n'aura pas lieu. Donc la compartimentalisation est importante, et donc la migration d'un compartiment à l'autre. Enfin, la présentation de l'antigène aux lymphocytes sera la 3e partie. Donc revoilà le plan. On commence par l'ontogénie et la nomenclature des dendritiques. Donc vous allez voir ces différents noms de cellules dendritiques. Je dois vous annoncer à l'avance, je n'ai pas de nom simple, mais enfin, on peut quand même essayer. Et les fonctions des différentes populations. Je vais parler de leur fonction d'intégration de signaux internes et externes, signaux de danger et antigènes, donc des récepteurs des antigènes et des récepteurs des signaux de danger. Tout ça aboutit en pratique à des applications en vaccination et à la définition de ce que c'est qu'un adjuvant. Donc première partie sur l'ontogénie et du coup les fonctions, puisque chaque population est plus ou moins spécialisée. En morphologie, on reconnaît les cellules dendritiques, vous me direz alors dendrite, dendron, en grec ça veut dire arbre, et les dendrites c'est les prolongements, les branches de cet arbre. Donc ici vous avez une cellule dendritique en microscopie électronique à balayage typique, mature, avec des dendrites. Ici, en microscopie à fluorescence, vous avez ces voiles qui sont des dendrites qui se prolongent et qui enserrent des lymphocytes T marqués avec le noyau en bleu et CD3 en vert, alors que la dendritique est marquée par un marqueur de HLA-DR, classe 2, complexe majeur d'histocompatibilité de classe 2. C'est une photo magnifique faite par Vincent Feuillet à l'Institut Cochin. Donc là, voilà une dendritique traditionnelle, myéloïde, mature. C'était pas DR, c'était classe 2 de souris. Et ici, vous avez une dendritique plasmacytoïde immature qui ressemble à un lymphocyte B avec énormément de réticulum endoplasmique granuleux pour faire de l'interféron, en fait. Et quand elle devient mature, elle pousse des dendrites et elle ressemble énormément à une dendritique myéloïde mature. Et elle acquiert des fonctions de présentation d'antigènes. Elles deviennent assez similaires. Dans la peau, vous avez des cellules, les cellules de Langerhans, ici vues à plat avec un marquage classe 2, MHC classe 2, complexe majeur d'histocompatibilité de classe 2. On voit ici le bord des cellules épithéliales en rouge et en blanc. C'est le réseau des cellules de Langerhans. Vous les voyez qui s'étendent, qui se touchent, qui forment tout un réseau à la rencontre entre le milieu extérieur et le milieu intérieur pour capter les antigènes. Là, c'est vu de profil. Donc, juste sous la surface des kératinocytes, elles poussent des prolongements qui vont presque à la surface pour être sentinelles de l'organisme. Leur développement, leur ontogénie, provient de précurseurs de la moelle osseuse, encore que vous allez voir, ça se discute, mais grossièrement de la moelle osseuse, des progéniteurs à potentialité multiple qui commencent à devenir des progéniteurs communs de cellules dendritiques qui vont donner à la longue des cellules dendritiques myéloïdes et ou des cellules dendritiques plasmacytoïdes dans la circulation et dans les organes lymphoïdes. Et puis vous avez une autre voie sous l'action du MCSF, un facteur de croissance des monocytes macrophages. C'est le monocyte ou macrophage colony stimulating factor qui fait devenir monocyte et éventuellement dendritique inflammatoire. Donc vous voyez donc ici le compartiment de la moelle, le sang, la périphérie, c'est-à-dire les organes lymphoïdes secondaires et les organes. Donc là, c'est encore relativement simple. Donc vous avez à l'aboutissement des dendritiques de type myéloïde, il y en aura 2 populations, des dendritiques plasmacytoïdes.
Et puis, les monocytes, les différentes sortes de monocytes. Maintenant, ça va se compliquer, mais ne vous affolez pas. On retrouve la moelle osseuse, le sang et la périphérie. Donc, c'est la même chose, les mêmes chemins, progéniteurs communs, etc., etc. Donc, ce qui est un peu plus détaillé, c'est les gènes régulateurs qui s'expriment petit à petit au cours de la différenciation et qui font qu'une cellule acquiert les capacités nouvelles de différenciation. Il y a PU1 ici qui est important dans la transformation à cette étape-là qui va nous donner les dendritiques plasmacytoïdes, les pré-dendritiques myéloïdes et les myéloïdes. Et puis un petit peu plus loin, vous aurez un facteur de BATF3 qui va diriger la formation de dendritiques myéloïdes particulières par rapport aux autres, Notch2, qui donnent les autres cellules myéloïdes. Donc on va avoir, on retrouve à l'arrivée, comme tout à l'heure, des dendritiques plasmacytoïdes, je ne sais plus où elles sont, mais elles ne sont pas loin, des dendritiques myéloïdes de deux sortes, avec des spécialisations différentes, et des monocytes. Vers la peau, les précurseurs de cellules dendritiques vont donner des populations équivalentes, avec des marqueurs un petit peu différents. Et quand ces cellules migrent de la peau ou d'un organe vers les ganglions, elles vont donner des cellules migratoires qui sont dans les ganglions, alors qu'il y a aussi des populations équivalentes résidentes dans le ganglion. Donc, si on veut présenter les choses simplement, on a en gros 3 sortes de dendritiques qui peuvent être migratoires ou résidentes, les dendritiques plasmacytoïdes et les 2 populations de dendritiques myéloïdes. Il y en a une autre, c'est les cellules de Langerhans qui sont dans les épithéliums multistratifiés, mais qui après vont migrer vers les ganglions et suivre des sorts similaires. Et puis il y a la famille des monocytes. Donc c'est simple. Ça, c'était donc des voies ontogéniques. Et il y a eu des discussions de nomenclature des cellules dendritiques qui disaient que puisque l'ontogénèse était finalement pour les connaisseurs assez simple, il fallait se baser sur l'ontogénie pour nommer les dendritiques. C'est ce que je viens de faire. C'est vrai, et il y a des voies donc principales qui amènent à ce que je viens de vous dire, en général. Je ne vous ai pas parlé de la petite dernière. Celle-là, par exemple, elle dit que les macrophages que nous avons dans la peau, dans les organes, ne proviennent pas, comme on l'avait pensé depuis longtemps, de précurseurs myéloïdes. Ils ont été formés pendant l'ontogénèse, l'embryogénèse, la vie fœtale, au niveau du foie fœtal et au niveau d'abord du sac vitellin, puis du foie fœtal, pour ensemencer tout ce qui est épithélium et régions sous-épithéliales, dermiques ou interstitielles dans les organes. Et ça donne des populations de macrophages qui s'auto-renouvellent dans ces compartiments. S'ils sont détruits par accident, ils pourront, par un mécanisme de secours, d'homéostasie, être remplacés par des monocytes qui vont se redifférencier à la périphérie. C'est nouveau, ça vient de sortir, c'était à Singapour justement, et aussi à New York, c'est Florent Ginoux et Myriam Merad, et c'est brillant. Mais voilà, c'est simple, mais c'est compliqué. Et donc, il y a des voies principales, mais encore plus récent, c'est un travail fait par Leila Perrier, qui était postdoc chez Ton Schumacher. Elle a été étudiante dans mon laboratoire et après elle a fait ce brillant travail chez Ton Schumacher, où elle a effectué un travail d'identification du devenir des précurseurs de cellules dendritiques marqué par une sorte de code barre. Elle a transduit des précurseurs de cellules hématopoïétiques chez la souris. Elle les a transduits, ces précurseurs, avec des lentivirus.
chaque lentivirus codant pour un étant différent. Donc, ça fait une espèce de code barre pour chaque cellule hématopoïétique. Chez la souris irradiée à laquelle ces cellules hématopoïétiques ont été transférées, chacune des cellules hématopoïétiques précurseurs a suivi sa voie de différenciation, mais on pouvait la suivre à la trace et savoir d'où elle venait, de quelle cellule originelle elle venait. Et ça a permis à Leila et à Shaleen Naik, chez Ton Schumacher, de déterminer une grande diversité de chemins suivis par les cellules à l'arrivée. C'est-à-dire les cellules que je vous ai décrites, les 3 sortes de dendritiques, les différentes populations de monocytes, les Langerhans, non pas les Langerhans, les cellules dendritiques et les monocytes provenaient globalement des chemins dont je vous ai parlé, mais pouvaient avoir suivi des voies détournées. Et c'est ce qu'on sait maintenant avec ce qui est deep sequencing pour l'hématopoïèse aussi, en hématologie. Il y a plusieurs chemins mènent à Rome. Les hématologistes en effet décrivent beaucoup de sortes de leucémies, par exemple. Chacune de ces leucémies est censée représenter un état de différenciation normale, de la différenciation normale. Et en fait, il y avait beaucoup de confusion dans tout ça, parce qu'on ne savait pas où placer chaque leucémie dans la voie univoque. Mais il n'y a pas de voie univoque, en fait. Selon les circonstances, selon l'organe où ça se passe, il peut y avoir des chemins différents qui amènent au même type de cellules à l'arrivée, en périphérie. Donc, oui, définir par l'ontogénie, c'est bien, mais ça ne décrit pas tout. Il faut aussi tenir compte de l'organe où se trouve la cellule, de l'organe où elle s'est différenciée. Bref, il y a eu un atelier de nomenclature. Je vais vous présenter un peu plus loin un tableau des cellules dendritiques, mais il y a des voies principales, mais il y a plusieurs chemins qui peuvent mener à Rome. Je vous ai parlé des cellules dendritiques chez la souris et on recherche l'équivalent chez l'homme. Donc chez l'homme, c'est simple aussi. Il y a des cellules de Langerhans dans la peau. Il y a 3 sortes de cellules dendritiques. Les dendritiques plasmacytoïdes, les 2 sortes de cellules dendritiques myéloïdes, et puis il y a plusieurs populations de monocytes. Donc il y a eu une étude très précurseur, un chercheur très précurseur qui s'appelle Marc Dallot à Marseille, au CIML, qui a comparé la transcriptomique des sous-populations de dendritiques chez l'homme et chez la souris, 2 à 2, en essayant de voir quelles étaient leurs parentés. Et il voit que entre les dendritiques plasmacytoïdes humaines et de souris, M pour mouse, vous voyez, les 2 voies ici se ressemblent énormément. Il y a beaucoup de gènes activés de la même façon, beaucoup de gènes réprimés en rouge de la même façon. Idem pour les dendritiques myéloïdes qui étaient les mieux connus, celles-là, les dendritiques BDCA1 humaines et CD11B chez la souris. Comme vous voyez, les marqueurs c'est pas si simple parce que les marqueurs ne sont pas les mêmes chez l'homme et la souris. Donc ce que cherchait Marc, c'est justement qu'est-ce qui était conservé dans l'évolution, parce qu'il pensait bien que ça avait un sens dans la fonction et la physiologie de chaque population. Donc une autre population témoin en quelque sorte, c'est les dendritiques myéloïdes traditionnels, où on voit aussi une grande parenté, similitude entre les gènes qui sont activés ou réprimés entre l'homme et la souris. La troisième était beaucoup moins bien élucidée, c'était une population minoritaire qui chez l'homme porte BDCA3, mais qui était bien mieux connue chez la souris, qui porte le marqueur CD8 chez la souris. Elle avait des fonctions particulières de présentation croisée. Et elle a une importance dans la vaccination. Je vais vous en parler de ces fonctions. Et là, il a pu établir une parenté de transcriptomique proche entre l'homme et la souris sur ce type de population. Donc c'est un article en 2008 qui est vraiment sorti le premier dans son genre pour montrer qu'il y avait des homologies entre l'homme et la souris, population dendritique par population dendritique. Marc nous a confié l'étude fonctionnelle de ces cellules BDCA3, la population minoritaire, et donc nous l'avons testé dans notre laboratoire en isolant ces cellules dendritiques à l'aide de cytométrie de flux très complexe, parce qu'il y a vraiment très très peu de ces cellules dans le sang, et à l'aide de marqueurs pour éliminer lymphocytes B par CD19, les monocytes par CD14 et 16,
on pouvait distinguer les dendritiques plasmacytoïdes, ici, les dendritiques myéloïdes classiques. Et vous voyez, le tout petit nuage plus petit que les deux autres, c'est les BDCA3. Et on les a triés par cytométrie de flux et testés dans un système où elles ont stimulé des lymphocytes T, CD8, cytotoxiques ou producteurs d'interféron gamma, après avoir phagocyté et processé des cellules infectées par le VIH. Donc les lymphocytes TCD8 reconnaissaient un épitope du VIH et en réponse à ça, on produit de l'interféron gamma. Et étudié en ELISpot interféron gamma, ça donne des réponses spécifiques. Vous voyez, notre population BDCA3, de dendritique BDCA3, proprement stimulée avec un bon adjuvant, avait une réponse spécifique du VIH. Et là, c'est le témoin où les cellules donneuses d'antigènes n'avaient pas de VIH. Donc, un bon rapport. Les autres dendritiques, myéloïdes, effectuaient cette présentation croisée aussi, mais avec un moins bon différentiel par rapport aux témoins. Les dendritiques plasmacytoïdes aussi, et ça, nous avions été les premiers à le démontrer aussi chez l'homme, elles sont capables de faire la présentation croisée aussi. Donc, on retombait sur nos pieds. Et donc, ça a été publié dans un numéro du Journal of Experimental Medicine, et on n'était pas les seuls. Il y avait 3 autres laboratoires dans 3 continents différents qui démontraient la même chose. C'est une donnée assez relativement solide, je pense. Voilà. Et alors là, je vous présente la molécule, une des seules molécules qui soit constante entre les espèces. C'est XCR1. C'est pour ça que je vous dis que je ne suis pas sûre de vous apporter beaucoup de simplification, parce que ce n'est pas un nom facile. Les dendritiques XCR1, en terminale ou en première, on aurait voulu les appeler cross-presenting dendritic cells. X pour cross, c'était bien, mais ce n'est pas tout à fait aussi spécialisé qu'on l'aurait aimé. Comme vous avez vu, les autres dendritiques cross présentent aussi. Bon, alors XCR1, c'est un récepteur de chimiokine qui attire les lymphocytes CD8 et les lymphocytes NK. Donc, le manque de spécialité a troublé un certain nombre d'entre nous dans la communauté. On s'attendait à ce que, comme chez la souris, il y ait une super spécialisation dans la présentation croisée chez l'homme. Or, il y a quand même quelques différences entre l'homme et la souris. Ou alors, chez la souris, c'est pas si absolu que ça. Bon, on est encore en train de s'amuser avec ça. C'est ça la recherche. Mais bon, pour les idées simples, moi je vous dirais qu'il y a des présentations des fonctions de présentation croisées que je vais vous présenter un peu plus, qui sont importantes pour la vaccination, mais que certains des premiers articles où elles ont été démontrées, même chez la souris, c'était avec des macrophages péritonéaux très activés. Donc personnellement, ça c'était en 93 ou 14, c'est dans le laboratoire de Ken Rock à Boston aux États-Unis. Donc personnellement, j'étais nourrie de cette littérature-là. Ça ne m'a pas beaucoup troublée qu'il n'y ait pas une spécialisation absolue chez l'homme, puisque je sais que chez la souris, il peut se trouver des monocytes aussi qui effectuent la fonction de cross-présentation. Donc je dirais, en gros, ne soyez pas sectaire comme un immunologiste. Abordons les questions simplement. Donc ça, c'est un article qui démontre qui veut démontrer absolument que toutes les cellules dendritiques humaines font de la présentation croisée. C'est effectivement ce que je pense. Et un autre article qui montre que certaines dendritiques inflammatoires qu'on trouve dans des ascites provoqués par des cancers de l'ovaire sont capables aussi d'effectuer la présentation croisée et même d'induire de l'inflammation en polarisant vers les TH17. Donc, à quoi est-ce qu'on aboutit en conclusion sur cette ontogénie et nomenclature? Quelle heure est-il? Bien, je vais accélérer. C'est que chez l'homme, je recommence, on a les cellules de Langerhans au niveau des organes multistratifiés, une nouvelle nomenclature qui est en train de se faire jour. On en a discuté au congrès des dendritiques 2014, qui est un congrès international qui s'est trouvé être cette année en France. Donc on a eu un workshop sur la nomenclature. Les dendritiques plasmacytoïdes gardent leur nom, et les 2 sortes de dendritiques myéloïdes, ma foi, par simplicité, on va peut-être les appeler MDC1 et MDC2, mais ça a déjà été utilisé avant.
Pour les chercheurs, on va sans doute essayer de les appeler dendritique XCR1 positive, comme je vous ai dit. C'est un nom pas très vulgarisable pour la cross-présentation, mais pas que. Et les dendritiques traditionnels, SIRP-alpha. Ça, c'est une opposition entre deux populations qui a l'air solide, robuste entre les espèces. Et puis les différentes sortes de monocytes. Bon, je ne vais pas vous parler des monocytes pour aujourd'hui, je vous les épargne. Les dendritiques ont des récepteurs pour les antigènes qu'elles ont à profusion. Et certains d'entre eux sont spécialisés des cellules dendritiques, plus ou moins. DCSign a été supposé être spécialisé des dendritiques, mais il est aussi sur les monocytes. CLEC9A, qui veut dire C-type, lectine de type C, numéro 9A, est exprimé sur les dendritiques XCR1, celles qui sont les plus spécialisées dans la présentation croisée ou compensée. DEC205 aussi. Voilà, vous avez une collection de récepteurs qui sont là, à la surface de ces sentinelles quand elles sont immatures, pour accrocher les antigènes, les internaliser et les faire présenter par les dendritiques. Et donc, certaines recherches essayent de focaliser les vaccins sur ces récepteurs plus ou moins spécialisés pour tel et tel type de cellules dendritiques pour induire une vaccination plus efficace. À côté des récepteurs pour l'antigène, vous avez ici les récepteurs pour les ligands de Toll récepteurs, donc les récepteurs de type Toll. Ça me permet d'introduire ces récepteurs. Ils font partie des récepteurs de l'immunité innée, donc ça suit ce dont nous a parlé Monsieur Lemaître tout à l'heure. Et donc ces récepteurs sont variés. Il y a les récepteurs de type Toll, il y a des récepteurs nucléaires, des récepteurs cytoplasmiques, il y a les récepteurs FC, des immunoglobulines, d'autres lectines, qui sont plus ou moins spécialisés à reconnaître des acides aminés, des acides nucléiques cytoplasmiques plus ou moins exprimés sur des bactéries ou des virus, des acides sialiques, des molécules de classe 1, tout ce qui peut être un peu anormal ou menaçant ou normal, mais il faut aussi le tenir en échec et donc savoir le reconnaître. Le neutraliser en envoyant des signaux négatifs éventuellement. Donc ces récepteurs d'immunité innée peuvent jouer un rôle adjuvant pour la vaccination, par exemple. Et ici, je vous donne pour exemple un article où, chez la souris, le CPG, qui est un ligand de Toll-like récepteur 9, il y a plusieurs sortes d'oligonucléotides porteurs de séquences CPG, sert d'adjuvant pour donner des meilleures réponses contre des mélanomes. Et ça s'exerce via Toll-like récepteur 9 qui est exprimé sur les dendritiques plasmacytoïdes. C'est un article récent dans Cancer Research et c'est un espoir. Il y a des essais cliniques à base de ce type d'adjuvant contre les mélanomes et d'autres cancers. Donc les adjuvants, en somme, c'était mystérieux il y a une trentaine d'années. Il y avait le BCG, il y avait les dérivés du BCG comme le muramylpeptide, il y a l'ALIN, il y a d'autres types d'adjuvants utilisés actuellement en clinique. Et maintenant, on sait un peu mieux ce que c'est qu'un adjuvant. C'est ce qui reproduit le rôle de l'adjuvant de la nature, la cellule dendritique. Un adjuvant, c'est quelque chose qui va stimuler les fonctions de présentation de l'antigène ou de capture des antigènes des cellules dendritiques. Bon, la deuxième partie, heureusement, est hyper courte. Elle est là pour mémoire, puisque la migration, la compartimentalisation, c'est très important. Donc ici, il y a l'image d'un ganglion qui draine la peau. Donc vous voyez ici une petite cellule de Langerhans dans l'épithélium, ici qui, stimulée par un ligand Toll récepteur, va migrer vers le ganglion, vers les zones T des ganglions. Et en étant stimulée par le ligand de Toll récepteur, elle va acquérir, c'est la même chose pour une cellule dendritique dermique, si la blessure va un peu plus loin jusqu'au derme, la cellule dendritique dermique sera stimulée, elle va se mettre à exprimer CCR7, c'est un ligand de chimiokine, qui l'adresse
vers là où elle est appelée, c'est-à-dire là où sont ces chimiokines, CCL19, CCL21, c'est dans les zones T des ganglions. Donc les chimiokines appellent, la cellule porteuse du récepteur vient et elle est attirée. Donc il y a un gradient de chimiokines qui fait que ces cellules avec leurs récepteurs sont attirées de ce côté-là. C'est ce qui détermine la migration dans chaque compartiment. Et les chimiokines et le couple chimiokine et récepteur de chimiokine est différent pour chaque compartiment. Par exemple, pour le follicule B, c'est des chimiokines et récepteurs de chimiokines différents. Donc c'est très fondamental, ça, en immunologie, les compartiments et ce qui détermine le passage de l'un à l'autre. Et ça aboutit à ce genre de distribution où vous avez les mêmes trois sortes de dendritiques dont je vous ai parlé tout à l'heure, les cellules de Langerhans, qui, quand elles migrent vers les ganglions, vont aboutir à des cellules migratoires dans le ganglion, les mêmes trois sortes, mais qu'on reconnaît dans le ganglion, ou dans la rate, par opposition à celles qui sont résidentes et qui restent en permanence. Et nous sommes déjà à la troisième partie. Elle n'est pas très courte, alors il faut que je me dépêche. Alors la troisième partie parle de la présentation d'antigènes. La présentation d'antigènes par les dendritiques a été beaucoup étudiée par rapport aux lymphocytes T. Mais les dendritiques, en fait, présentent aussi aux lymphocytes innate lymphoid T cells, c'est-à-dire des cellules lymphoïdes innées qui ne sont pas des lymphocytes T à proprement parler, et elles présentent aussi aux lymphocytes B. Ce sont des données relativement récentes et je ne vais pas beaucoup en parler, mais ça existe. Donc cette présentation, elle peut se décomposer dans une séquence que vous vous enseignez certainement, le signal 1, la rencontre le signal 2 et le signal 3, que je vais vous détailler. Donc le signal 1, en rouge, c'est la reconnaissance par le récepteur de la cellule T du complexe entre une molécule d'histocompatibilité et un peptide qui a été processé dans la cellule présentatrice, et notamment la cellule dendritique. Donc c'est un signal fondamental, c'est lui qui fait la spécificité de la reconnaissance, pour autant qu'il y en ait une. On a encore le droit de parler de spécificité. Et donc elle est fondée sur la restriction de la réponse immune, dont la découverte a valu le prix Nobel à Zinkernagel et à Rolf Zinkernagel et Paul Doherty, qui fait que quand un lymphocyte T reconnaît, qui a été éduqué dans un contexte de complexe majeur d'histocompatibilité donné, va reconnaître une cellule présentatrice qui a le même complexe majeur d'histocompatibilité, avec le bon peptide que reconnaît son récepteur, il va y avoir une réponse. Mais s'il y a une discordance entre la congruence du complexe majeur d'histocompatibilité ou du peptide, il n'y a pas de réponse. Ça repose sur des bases moléculaires. Voilà ici une molécule d'histocompatibilité de classe 1 vue à plat. Donc deux hélices alpha posées sur un feuillet bêta hydrophobe qui accueille un petit peptide épitopique. Et ce petit peptide a été découpé à partir d'une séquence protéique par des enzymes. C'est tout le phénomène de processing, de apprêtement de l'antigène qui se produit d'une façon très spécialisée dans les dendritiques, mais aussi dans toutes les autres cellules. Mais les dendritiques ont des mécanismes spécialisés et des enzymes supplémentaires qui génèrent une plus grande diversité d'épitopes. Et donc, pour la vaccination notamment, il y a beaucoup d'études sur ces épitopes parce que les vaccins doivent aboutir à la formation de ces épitopes. Classe 1, ça veut dire reconnaissance par les lymphocytes T CD8 parce qu'il y a une affinité particulière entre la chaîne latérale de la molécule d'histocompatibilité de classe 1 et la molécule accessoire CD8. Et ces lymphocytes T CD8 sont des effecteurs majeurs des réponses immunes antivirales et antitumorales par la sécrétion d'interleukines comme le TNF-alpha, l'interféron gamma, qui sont cytotoxiques ou antivirales, ou par la cytolyse directe, c'est des cellules cytotoxiques spécialisées. Un mode de présentation très universel dans toutes les cellules, c'est le mode de présentation directe, où vous avez une cellule, n'importe laquelle, tous les types cellulaires, infectée par exemple par un virus. Le virus produit de façon endogène, dirige de façon endogène la production de ces protéines dans le cytosol de la cellule.
Dans ce cytosol, il y a le protéasome, qui est la grande enzyme de digestion des antigènes, qui fait cet apprêtement des antigènes. Après ça, des petits peptides sont générés, vont passer par le réticulum endoplasmique et s'associer aux molécules d'histocompatibilité de classe 1 qui y sont synthétisées aussi. Et le tout est mûr pour être exporté à la surface avec des petits peptides qui auront été associés et auront consolidé la molécule de classe 1. Les dendritiques ont une spécialité, c'est celle de la présentation croisée. Elles sont à peu près, en gros, grossièrement, les seules cellules de l'organisme capables de pouvoir aussi présenter des protéines qui viennent de l'extérieur. Donc il faut que ces protéines de l'extérieur puissent passer dans le cytosol. Ces protéines de l'extérieur entrent par des endosomes ou des phagosomes. Et c'est des virus défectifs, des cellules infectées apoptotiques ou des vaccins non vivants. Et donc pour la vaccination, on cherche à exploiter cette voie-là au maximum. Et d'une manière ou d'une autre, qui n'est pas encore très bien élucidée, les antigènes passent dans le cytosol et rejoignent le chemin précédent. Cette présentation croisée est très étudiée à cause de la vaccination. Les premières évidences, premières preuves ont été montrées par Matthew Albert notamment, à l'époque où il était au Rockefeller. Maintenant, il dirige un laboratoire et un département à l'Institut Pasteur à Paris, où il s'agissait de cellules dendritiques ici, qui présentaient des cellules infectées par la grippe apoptotique qui digéraient les antigènes de la grippe et les représentaient à des lymphocytes T cytotoxiques. Alors, est-ce que ça déclenche toujours l'immunité ou la tolérance? Ça a été le sujet de beaucoup de recherches, d'où il ressort que selon le type de mort cellulaire qu'ont subi les cellules qui ont été digérées par les dendritiques, on peut avoir de l'immunité ou de la tolérance. Et certains événements vont augmenter l'immunité. Le fait que la cellule, quand on a causé sa mort, va exprimer de la calréticuline, par exemple, ou HMGB1, va stimuler des récepteurs sur les dendritiques qui vont les activer et les rendre immunogènes, et donc stimuler des réponses TH1, bien antivirales et antitumorales, des réponses cytotoxiques. À l'inverse, s'il y a d'autres signaux, ça peut générer des réponses de tolérance. Le topo est le même pour la stimulation d'un lymphocyte T CD4, sauf qu'avec CD4, il y a complexe majeur d'histocompatibilité de classe 2, et les lymphocytes T CD4 ont des fonctions effectrices aussi, et en même temps que des fonctions auxiliaires pour aider les lymphocytes T CD8 et les lymphocytes B à faire leurs propres fonctions. Et là, il y a des voies de présentation classe 2 restreintes qui sont particulièrement bien régulées dans les cellules dendritiques, où les protéines vont être digérées, notamment quand les endosomes s'acidifient. Là, les enzymes vont aussi être libérées pour digérer et associer les épitopes aux molécules de classe 2. Donc, je vous ai parlé présentation lymphocytes T, les CD8, les CD4. Il existe aussi des présentations à des lymphocytes de l'immunité innée, les lymphocytes NKT, Natural Killer T quand même, qui sont des cellules innées, mais encore avec CD3, un marqueur de lymphocyte T. Et le récepteur T reconnaît en particulier l'alpha-galactosylcéramide à la surface de CD1D, une molécule d'histocompatibilité de classe 1 non classique. Et donc ce sont des voies qui ressemblent à celles des molécules de classe 2, mais avec des molécules qui ressemblent, elles, aux molécules de classe 1. Elles expriment la bêta-2 microglobuline, elles ont une chaîne lourde qui ressemble à celle des classes 1. Et vous voyez toute cette diversité de molécules du complexe majeur d'histocompatibilité et les compartiments, encore une fois, différents, où elles vont retrouver l'antigène. Ici, là, c'est un endosome tardif, où le CD1E, qui est une forme particulière, va reconnaître l'alpha-galactosylcéramide, dérivé de certains pathogènes bactériens. Ça détermine une sorte de reconnaissance. Puis vous avez aussi CD1C qui reconnaît des glycolipides, et CD1A des mycobactéries, CD1B les mycobactéries. Donc il y a tout un tas d'opportunités de reconnaître tout un panel de pathogènes différents dans différents compartiments avec une grande diversité de récepteurs et de molécules d'histocompatibilité, ce qui nous arme pour
pouvoir reconnaître un peu n'importe quoi qui se présente et éventuellement déclencher une réponse immune. Le signal 2, c'est la costimulation. La costimulation en vert, c'est des molécules comme CD80 ou 86 chez la cellule dendritique qui vont être reconnues au niveau du lymphocyte T par des molécules de costimulation. CD28, ça va déclencher une stimulation positive, ou à l'inverse, CTLA4, ça va déclencher une stimulation négative. Et ça, c'est très important. De nos jours, c'est la révolution en immunologie et en cancérologie. Car, oui, donc, quand c'est positif, ces signaux, comme CD40, CD40 ligand ou CTLA4, CD28, ça donne aux cellules T un permis de tuer. Ça a été appelé comme ça et ça a été démontré par 3 ou 4 laboratoires en même temps, dont celui de Polly Matzinger, dont on a parlé tout à l'heure. Et donc la dendritique, elle est armée après avoir rencontré, le CTL, la lymphocyte CD8, est armée après avoir rencontré une dendritique qui lui a donné le droit de tuer, le permis de tuer, le permis de chasse. Donc la révolution en immunothérapie des cancers actuels, c'est que le blocage des molécules de costimulation négative, anti-CTLA4 dont je viens de vous parler, anti-PDL1, une autre molécule de costimulation négative sur les lymphocytes T, actuellement apporte des progrès phénoménaux dans le traitement d'immunothérapie des cancers. Et on voit la durée de vie des patients atteints de mélanome métastatique, par exemple, s'allonger. Il y a 5 ans, c'était 3 mois de médiane de survie, et maintenant, on est plutôt à 3 ans. Alors, il y a des effets secondaires, c'est pas banal, mais c'est des cancers qui touchent des adultes jeunes, c'est très important. Et ça, c'est l'immunologie qui l'a apporté. Il faut le dire haut et fort, parce que le signal 3, c'est les cytokines, et on va aboutir bientôt à la fin, la polarisation de la réponse immune. Les cytokines en bleu sont sécrétées par les dendritiques, et l'IL-12, par exemple, va polariser le lymphocyte T à faire de l'IL-2, ou l'IL-4 à faire de l'IL-4 aussi. Et donc, il y a des cytokines variées qui vont faire exprimées par les dendritiques, qui vont faire exprimer par les T des facteurs de différenciation, par exemple T-BET pour les lymphocytes TH1, qui vont les conduire à devenir donc des TH1, exprimer beaucoup d'interférons gamma, ou GATA3 pour les TH2, qui vont faire beaucoup d'IL4. Celles-là sont bonnes antivirales, antitumorales. Celles-là sont bonnes antiparasitaires, mais aussi inductrices d'allergie. Et celles-là, les TH17, elles sont bonnes contre les bactéries et les parasites intestinaux, mais elles induisent également aussi beaucoup de maladies auto-immunes, comme la maladie de Crohn ou la polyarthrite rhumatoïde. Donc, les cellules dendritiques, elles polarisent la réponse immunitaire. On a pu comparer les lymphocytes T CD4 à des chefs d'orchestre de la réponse immunitaire, puisqu'elles sont auxiliaires, elles activent les B, les CTL, etc. Alors, comment appeler les cellules dendritiques? On pourrait dire qu'elles écrivent la partition du système immunitaire. Elles intègrent un peu tout ce qu'elles ont vu à partir de leurs récepteurs innés, et elles intègrent toutes ces informations qu'elles ont eues, et elles vont les traduire en signaux qui vont polariser la réponse immune. Donc elles vont polariser, déjà faire des cytokines et des chimiokines, notamment l'interféron alpha pour les dendritiques plasmacytoïdes qui sont spécialisés là-dedans et qui aura une grosse activité antivirale ou antitumorale. Elles vont stimuler ces cytokines et chimiokines d'autres cellules de l'immunité innée comme les lymphocytes NK. Elles vont induire de la cytotoxicité et puis elles vont stimuler les lymphocytes T, les TCD8 naïfs pour devenir des lymphocytes T cytotoxiques, même les lymphocytes B pour les aider à faire des immunoglobulines, à proliférer à faire des immunoglobulines, et lymphocytes T CD4 naïfs à faire ces différentes populations, TH1 si c'est de l'IL12, TH2 si c'est de l'IL4, TH17 si c'est une collection de cytokines que vous avez ici, et même des T régulatrices négatives si c'est une autre collection de cytokines, qui vont aboutir
à des réponses effectrices ou à des réponses de tolérance. Voilà. Donc, j'aboutis à la conclusion. Et à la Société française d'immunologie, il fallait bien que j'y retourne. La Société française d'immunologie, de quoi est-ce qu'elle s'occupe? Est-ce qu'elle s'occupe du soi et du non-soi? Je ne sais pas si c'est bien apparu de mon exposé. En tout cas, la Société française d'immunologie, elle promeut tout ce qui est immunologie, les activités de recherche fondamentales et cliniques, d'enseignement et de pratique médicale. Et par exemple, ces jours-ci, elle a envie de défendre la liberté d'expression, la connaissance, la vérité, l'intelligence, la tolérance, l'ouverture internationale, comme ce qu'on pratique dans nos activités, comme je pense vous tous. Et elle vous souhaite une bonne année et vous signale qu'elle a différentes activités. Elle a notamment un cours annuel d'immunologie tous les ans qui se passe dans un beau lieu en Alsace. Elle a une activité au niveau international. Tous les 3 ans, elle se réunit aux autres sociétés européennes d'immunologie pour faire un seul congrès européen. Celui-là aura lieu à Vienne. Et puis, elle a des clubs spécialisés dans différentes fonctions. Le prochain a lieu très bientôt à Pasteur sur la vaccinologie.